Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours dans le cadre du colloque Conditions de l'image, quatrième colloque organisé dans le cadre du CREI, Centre de recherche Art et Images, à l'École nationale supérieure de la photographie Arles, et dans le cadre du laboratoire FIG, Figure Image Grammaire, que je dirige. Colloque qui est réalisé donc dans le cadre de ce travail avec les étudiants. Pour cette dernière intervention, on va procéder à un entretien avec moi, Fabien Valos. Je suis enseignant théoricien à l'école, et avec Aurélie Petrel, qui est artiste et enseignante à la Aide de Genève et responsable et directrice du pôle photographie à la Aide. Depuis quelque temps, on co-dirige ensemble un projet de recherche, et je vais te laisser, chère Aurélie, présenter les enjeux de ce projet de recherche. Merci Fabien, et puis merci pour l'invitation. Donc effectivement, depuis fin 2019, début 2020, nous collaborons à un projet de recherche qui a pour titre Vue et données, prise de vue, prise de données. Donc ce projet de recherche est soutenu par les fonds RCDAV suisses. C'est moi qui suis requérante et qui le mène via l'Institut de recherche l'IRAD à Genève, à l'École d'art de Genève. Et donc, ce projet de recherche a pour objectif d'analyser les notions de prise de vue et de prise de données à partir d'un travail associant lecture, entretien et analyse d'œuvre pour produire une forme de restitution à même d'éclairer la situation contemporaine pour un public plus large. Donc l'idée, c'est à la fois de pouvoir avancer sur des questions liées aux pratiques photographiques, mais aussi de pouvoir être à même de produire une synthèse sur les nouveaux, enfin les régimes actuels de l'image et ça fait l'objet de l'invitation d'aujourd'hui, les conditions de l'image. Voilà. Donc J'en profite puisque je tu précise dis juste que ça. c'est Non, non, un projet de recherche et création. Donc c'est sur absolument. des bases à la fois théoriques, mais aussi sensibles C'est artistique. et Ouais. artistiques. Voilà. Et je te profite avant qu'on continue, je profite pour rappeler que le colloque numéro 3 de l'an dernier s'intitulait Vues et données. Il est en lien évidemment sur le site du CREI, et toute personne qui veut écouter et réécouter les interventions du colloque de l'an dernier peuvent le faire depuis la plateforme du CREI ou la plateforme du laboratoire. Et le colloque avait rassemblé un certain nombre de personnes qui ont plus ou moins répondu à cette question de cette prise de vue, prise de données. Donc voilà, pardonne-moi Aurélie, mais si tu avais encore des choses à rajouter sur ce projet, je te laisse le faire. Non, non, je pense qu'on peut rentrer directement dans la Ok, question qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis, il y aura certainement des choses qui vont réémerger ok, depuis le colloque de l'année dernière. ok. Donc dans le cadre de ce projet qu'on a commencé il y a à peu près un an, la première phase de ce projet a été la constitution d'une série d'entretiens. Donc on a demandé à une centaine de personnes, on a posé des questions à une centaine de personnes sur ces questions d'une définition possible de la donnée, une interprétation possible de la donnée, de la prise et du prélèvement. Et nous avons récupéré un certain nombre d'éléments à partir de ça. Alors je voudrais juste refaire une micro-synthèse de ceux où nous sommes arrivés. Alors il ne s'agit pas de mener une enquête, puisque l'enquête au sens propre n'est pas le sujet qui nous intéresse, mais plus exactement d'arriver à comprendre pourquoi, et à la fois le concept de données et à la fois le concept de prise, sont des concepts qui sont si étrangement peu définissables et peu appréhendables. Et pourquoi ce sont des espèces de trucs un peu sans forme ou trop vastes, qui permettent en fait de toucher trop de choses et qui n'indiquent finalement pas assez de choses. Alors parmi ces grands points, on a réussi en retravaillant dessus à proposer, enfin à recentrer ça sur trois grandes zones. La première grande question euh, qui a été posée, c'est que la donnée, ce qu'on appelle la donnée, ou ce qu'on donne en anglais la data, euh, qui renvoie donc sur un principe qui appartient à la langue latine d'un participe passé, du verbe donner. On nous l'a toujours fait comprendre, on a toujours voulu nous la faire analyser à partir d'un faisceau d'autres éléments. Et ces faisceaux d'autres éléments étaient la question de l'information,
que la donnée rentre toujours en relation avec un rapport à l'information, que cette information soit rendue visible ou rendue invisible, peu importe, mais ça en tout cas c'est toujours avec une question de l'information, la donnée rentre toujours en une relation de modalité, c'est-à-dire qu'il y a des modes derrière, des modes qui consistent en fait à générer son apparition ou sa disparition ou sa visibilisation ou son invisibilisation, qu'elle est toujours liée à des questions de calcul, des questions linguistiques et des questions de code, et que par là, elle est constitutivement toujours liée à des questions techniques. Et enfin, le dernier point qui a été relevé par un certain nombre de personnes, c'est de nous faire entendre que la donnée entretenait aussi, d'un point de vue étymologique et d'un point de vue théorique, une relation avec la donation. Évidemment que la donation a des principes de contrepartie toujours extrêmement complexes et qu'il faut absorber cette question-là. Donc là, c'est le premier point qu'on a réussi à relever, on en rediscutera probablement après. Le deuxième point qu'on avait réussi à relever sur ces questions-là, c'était sur ces questions de conditionnalité de l'image, que la donnée, en fait, entretenait pratiquement toujours un processus qui a été nommé par un bon nombre des personnes avec qui nous avons discuté, qui a été nommé comme étant polluant. Très, très de nombreuses fois, la donnée a été entendue comme un processus polluant. Et quand elle n'est pas entendue comme un processus polluant, elle est entendue comme un processus mutique, c'est-à-dire souvent qui est dans le processus, on peut la voir, on peut la saisir, on peut la représenter, mais dans un rapport silencieux, muet à ce qu'elle contient et ce qu'elle indique. Et par là, par conséquent, que la donnée est très souvent vue comme un objet désincarné ou relevant d'un processus de désincarnation par rapport à ce qu'elle contient. Et enfin, il y avait 3 autres données qui ont été beaucoup plus surprenantes dans cette cartographie sur ces questions de la donnée. La première qui était considérée, enfin, plusieurs fois a été considérée, la donnée a été considérée comme un processus scandaleux. Alors au sens étymologique du scandalon grec, c'est-à-dire c'est un processus de piège. Il y a un piège, pratiquement au sens où Marin pouvait dire que le récit est un piège, la donnée est un piège. Il y a quelque chose qui effectivement nous piège systématiquement dans ce calcul, dans ces modalités de visibilisation ou d'invisibilisation d'un certain nombre de ces éléments. Et à partir du moment où la donnée est pensée comme évidemment un scandale, c'est-à-dire un piège, elle a été plusieurs fois donnée comme étant un processus acosmique, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas en fait elle ne produit pas du monde, elle ne permet pas une adhésion au monde, en sachant que le monde est la relation que nous entretenons entre le réel et la réalité. Le réel qui n'est pas produit par nous, la réalité qui est produite par nous. Et donc conséquemment qu'à partir de ça, la relation à la donnée devrait être une relation critique. Et enfin, dernier élément de synthèse avant que nous puissions discuter de tout ça, euh, cette fois-ci la prise, puisque la question était beaucoup sur cette question de la prise, puisque s'il y a donnée, c'est qu'il y a eu une prise, et que la prise a toujours été interprétée ou entendue, enfin en tout cas nous l'a fait comprendre de cette manière-là, que la prise relevait dans une sorte de zone d'interprétation, comme relevant à la fois du prélèvement, du piège, cette fois-ci le mot piège avait été donné plusieurs fois, de la capture, de la manipulation, de l'appropriation, évidemment de la prédation et de la collecte. Voilà, et c'est à partir de ces zones, en fait, que maintenant on aimerait évidemment pouvoir discuter tous les deux autour de ces questions d'une condition de l'image. C'est-à-dire que si on comprend que toute image relève d'une prise, dont on vient de parler, quelles sont alors les conditions de l'image et sur quoi repose cette conditionnalité à partir du moment où elle supposerait une prise en compte de l'ensemble de ces informations, de ces modalités de calcul, qu'elle prendrait une prise en compte d'un rapport relativement de piège au monde et de déconstruction de ce rapport au monde, et évidemment d'un rapport de manipulation ou d'appropriation par rapport à ce qui est donné. Alors voilà pour ce qui est de la synthèse. Maintenant, il nous reste évidemment à discuter tous les deux de ces rapports de conditionnalité entre le fait que toi, évidemment, tu es d'abord artiste et évidemment chercheuse, et que moi aussi, je suis chercheur, mais je suis plutôt du côté de la théorie. Et du coup, voilà comment, entre une position d'artiste et une position de théoricien, on peut arriver à comprendre ce relevé synthétique que je viens d'essayer de faire. Alors, donc merci pour cette synthèse. Et effectivement, depuis mon point de vue, avant qu'on démarre, j'aimerais simplement
réénoncer ou énoncer plus exactement euh, le fait que ce que tu viens de décrire euh, donne en fait différentes natures et différentes cultures de l'image. C'est-à-dire que avec toutes les images euh, partagées, les images pauvres, toutes ces notions de calcul qui font appel à des images latents, etc., à des espaces latents, pardon, etc., etc., on est dans une nature très éloignée, enfin, voire plus dans ce qu'on avait plutôt l'habitude de connaître, qui était le rapport à l'indice. Donc en fait, on s'écarte de tout ce paradigme-là, de l'empreinte, et on arrive dans quelque chose de différent. J'ai, pour notre discussion d'aujourd'hui, je me suis beaucoup replongée dans une journée d'études qui avait été proposée par notamment le FRAC Normandie, à propos de cette exposition, cette tri-exposition, ou du moins cette exposition en 3 lieux, la photographie à l'épreuve de l'abstraction. Et la photographie à l'épreuve de l'abstraction part de réflexions similaires aux nôtres, euh, mais depuis des formes en fait visuelles abstraites, voire tridimensionnelles, donc sortant de la 2D, euh, euh, produites par les artistes, euh, très probablement en réaction à toutes ces modifications dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qui veut dire, si je comprends ce que tu veux dire, ça veut dire qu'on quitterait un rapport indiciel à Mhm, la construction du monde pour mhm. pouvoir réappréhender un autre rapport. Mais alors, dans ce cas-là, tu le nommerais comment ce rapport? S'il est plus Euh, indiciel. bah, s'il est plus indiciel, dans ce cas, en fait, c'est une photographie qui est un message sans code. Peirce déjà disait ça. Euh, et donc, il y a quelque chose qui peut exister sans forcément faire référence à quelque chose de l'ordre de l'empreinte, en fait, faire de l'indice en tant que tel. Oui, qui existerait sans une référence à un monde et à un prélèvement particulier sur ce monde. Exactement. Enfin, sur ce monde, ouais. Pas sur une partie, en tout cas, du monde. Mais la question est de savoir si c'est possible. Et la question est de savoir si c'est possible de réduire cette empreinte indicielle au Mhm. point qu'il n'y en ait pas. Moi, par ailleurs, j'y crois pas. Je pense qu'il y a toujours une part indicielle dans toute image qui renvoie forcément à la question qu'il y a eu au moins à un moment l'acte de prendre quelque chose et de déposer quelque part. Alors, d'une certaine manière, oui, mais avec tout ce que, en fait, tout ce que véhiculent euh, les, euh, les différents appareils, tout ce qui est ce qu'on peut appeler comme image mécanique. Donc ça englobe la photographie, mais ça englobe aussi le cinéma, par exemple. Euh, En fait, il y a tellement de modifications, mais tu en as parlé dans ta synthèse, le fait que des algorithmes vont être générés depuis une certaine partie du monde, par exemple, depuis une certaine catégorie d'individus, fait que ces logiciels-là sont pas neutres. Donc, en fait, ça véhicule tellement de choses que on, aujourd'hui, on, on peut parler d'images en deçà du visible ou des images au-delà du visible. Et c'est ces images-là, donc on appelle des images transactions, et ça c'est en deçà, et des images, il n'y a pas encore de terme d'ailleurs, c'est Tosteyer qui parle de ça, des images au-delà du visible. Et en fait, ces images-là amène le mot d'abstraction, par exemple, mais d'une manière différente de ces 3 expositions à propos de la photographie à l'épreuve de l'abstraction. C'est abstraire de quelque chose, mais abstraire depuis des données qui peuvent être générées par, sans avoir pris en tant que tel. Ouais, sans Comme, prélèvement en tant que tel, ouais. ouais, Et c'est alors ça, pour sans toi, ça prélèvement en voudrait tant que dire tel. que, ouais, mais ça voudrait dire que ces images régleraient pour partie une des questions de cette conditionnalité. Moi, j'y crois personnellement pas, hein. Je crois pas Alors, obligatoirement qu'à partir réglerait, du je moment, pense pas, hein, parce que ouais,
Parce que c'est pas parce que l'image est soi-disant abstraite ou qu'elle procéderait d'un système abstrait qui supposerait il y a un suspens en fait de cette puissance de prélèvement, qu'elle se déchargerait en fait d'une conditionnalité de ce qu'est la construction ou la production de toute chose qui suppose Oui, mais évidemment malgré le tout, fait d'avoir pris quelque chose. Malgré tout, il y a quand même vraiment minimum deux natures différentes, ce qui amène des cultures différentes. Ah oui, ça, Quelqu'un qui va, par exemple, travailler avec ou depuis les images partagées n'aura pas le même rapport et la même manière de percevoir une image que quelqu'un qui vient d'une photographie documentaire classique. Oui, ça c'est évident. Ouais. Donc là, il y a tout niveau d'image, ouais. Ouais, voilà. Ouais, que ce soit du photographique, du cinématographique, du pictural, enfin tout niveau d'image possible. On est bien d'accord sur ces questions-là. Alors du coup, par rapport à ça, je reviens à la question centrale, qui est donc cette question de la condition de l'image, cette mesure de la conditionnalité. Alors on n'en est pas à interpréter les conséquences que génère l'image, mais pour le moment encore les conditions de l'image, c'est-à-dire que toute image pour être produite suppose des conditionnalités. Et donc pour le moment, au point où on en était de cette recherche, il semblerait que ce soit pas si simple et qu'il y ait une charge de conditionnalité qui soit relativement lourde, assez relativement lourde, alors, même si et en prenant en compte ce que tu viens de dire, hein, de cette distinction entre des images qui auraient une charge indicielle extraordinairement forte et puis des images qui le seraient moins, qui tendraient vers une abstraction pour arriver à suspendre en fait la première phase originelle de prélèvement et de cette manière, en fait, alléger cette conditionnalité. Mais quoi qu'il en soit, ça supposerait que, de manière générale, auprès de tous les gens, de toutes ces personnes avec qui on a discuté, ça supposerait qu'il y ait quand même une charge assez massive de conditionnalité, que cette conditionnalité soit lourde. Alors, à partir de ça, moi, j'ai beaucoup travaillé cette année avec les étudiants du laboratoire sur cette idée qu'en fait, il existerait un autre type d'indice. Parce que j'aime beaucoup quand tu viens à parler de cette question de l'indice, un autre type d'indice qui n'est pas obligatoirement contenu dans ce que l'image montre en tant que tel, mais qui serait contenu dans un autre mode de lecture de l'image. Et que cet indice, je l'ai nommé, alors le mot est assez brutal, mais c'est ce que j'ai nommé en introduction du colloque, mais c'est cette question de la cinéidesis. C'est-à-dire qu'il y aurait en fait quelque chose à voir dans l'image, quelle qu'elle soit, aussi abstraite possible ou peu importe, quelle qu'elle soit, qu'il y aurait quelque chose qui serait, comme toi tu dis dans tes théories, qui sont en latence, c'est-à-dire qui est là en attente, et qui viendrait en fait donner des indications sur l'état restant du monde, alors même que nous sommes en train de regarder un objet qui a été produit et qui n'est pas le monde au sens propre, c'est-à-dire pas le monde dans ses conditions. Alors moi, c'est ça qui m'intéresserait d'arriver à discuter avec toi et de comprendre avec toi. Comment toi, en tant qu'artiste ou en tant que chercheuse qui travaille avec la photographie, qui travaille avec des étudiants, comment tu le comprends, ce truc qui serait en fait un autre niveau d'indice, pas obligatoirement ce qui est contenu dans l'image, hein, c'est pas. Je me souviens, c'était une de mes étudiantes dans le cours du séminaire qui disait qu'effectivement l'image cinéilétique, c'est pas une image de la famille, ou c'est pas l'image d'un exilé. Pour reprendre le travail d'Alexis Nous, c'est pas ça, c'est pas parce que ça montre un truc qui est en train de se passer, c'est autre chose, c'est pas cet indice-là, mais que l'image en fait provoquerait chez celui ou celle qui la regarde la nécessité de se retourner pour regarder l'état restant du monde, c'est-à-dire à quoi ressemble le monde une fois qu'on a continuellement prélevé en fait un certain nombre de choses. Alors moi, c'est ça qui m'intéresse, de savoir toi comment tu l'interprètes et comment tu le penses, tout ça. Alors, moi, je suis en train de le penser, dans le sens où pour l'instant, je suis en observation. Voilà. Ouais. D'un point de vue de l'ordre de la pratique, j'observe l'émergence de photogrammes. Beaucoup d'artistes font réintervenir le photographe de manière assez régulière. Je pense que c'est une Alors, juste petite question, comment tu le définis, toi, le photogramme ? Photogramme, c'est un papier photographique qui n'est pas insolé, avec lequel on va pouvoir, en direct, écrire au sens strict avec la lumière, c'est-à-dire produire
produire une image en direct. Donc, ça fait clairement référence à Talbot. Voilà. Ensuite, Man Ray l'a beaucoup utilisé, etc. Mais en tout cas, de mon point de vue d'enseignante, j'observe des choses. De mon point de vue d'artiste évoluant dans des scènes, j'observe des choses. Mais en tant que photographe, pour l'instant, je suis plutôt à un point, non pas mort, mais à un point d'observation pour pouvoir être à même d'agir en conscience et d'agir en tout état de cause depuis ma pratique. Voilà. Donc, ça ne répond pas exactement à ta question, mais par contre, dans mes observations, là, je pense à Nicolas Bourriaud qui dit qu'aujourd'hui, on est passé, que l'image est secondaire et qu'on est passé à d'autres échelles parce qu'on est sur des œuvres moléculaires. Donc, en fait, on rentre vraiment dans la matière, donc on regarde depuis un autre point de vue. Ça, t'y crois, ça? Non. Ouais. Pardon. Alors, j'ai quand même l'impression que c'est quand même une grande mythologie, ça. Mais moi non plus, je crois pas vraiment. Je n'y crois pas, mais je le perçois plus comme un outil permettant, je comprends, dans cette époque transitionnelle dans laquelle on est, pour non pas de redéfinition totale, mais de définition qui vient se supplémenter ou de frontières du médium photographique qui vient, qui bouge. Je le vois comme un outil de pensée plus. Et puis d'un autre côté, il y a Ito Steyer qui, elle, en fait, va amener elle donne pas de terme en particulier, mais elle va parler d'images affects, des affects purs. Et c'est toute sa pièce qui s'appelle Red Alert sur les monochromes rouges, par exemple, et qui, du coup, amène à penser le post-politique. Donc, une couleur, révolution orange, révolution verte, etc., vont en fait contenir des informations alors même que c'est des couleurs monochromes pour penser une situation, pour réagir face à une situation, en l'occurrence géopolitique. Oui. Et donc, en tout cas, si c'est pas bon. Oui, vas-y, pardon. Non, vas-y. Non, et ça m'intéresse. Et pour l'instant, je ne sais pas encore quoi en faire. Mais parce que je pense que c'est pas simplement qu'une question de pensée une situation, c'est-à-dire que si on reprend cette question d'une théorie d'une image affecte, on est vraiment sur cette idée que un des points premiers de la pensée moderne, c'est de considérer que la définition, enfin pas la définition, mais l'appréhension de ce que nous sommes passe par une théorie générale des affects. Alors, reprendre pour ça évidemment la pensée de Spinoza, et que après voilà, je suis pas totalement en accord avec Ito Steyer sur cette question que ça passe juste par un problème de couleur rouge ou orange ou verte, etc. Mais qu'effectivement l'image génère un affect parce que l'image a une relation active. Alors là, renvoyé à la théorie de Bredekamp sur la question de l'acte d'image, elle a une théorie d'active qui a une action sur nous et qu'elle génère effectivement un affect et qui a dans l'image une fonction fondamentale et fondatrice à générer de l'affect. Et qu'effectivement, il y a quelque chose qui est assez essentiel, c'est que si l'image est déchargée d'une force indicielle extraordinairement forte, elle augmenterait effectivement par conséquent sa charge d'affect sur l'être et sur la prise que ça peut avoir peut avoir sur nous. Il reste quand même que cette question, au-delà de cette question de l'affect, et j'y reviens encore, alors savoir cette fois-ci si en tant que chercheuse ou simplement en tant que au sens d'une théorie simple, d'une théorie générale, puisque si la théorie veut dire simplement observer le monde, si on est en mesure, en tout cas aussi bien toi que moi, de proposer en fait une théorie de l'image, ou de réfléchir à une théorie de l'image qui intégrerait la possibilité de cet indice en fait qui permettrait en fait de nous renvoyer à une existence politique ou à une présence politique de la compréhension de l'état restant du monde. Voilà, moi, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est de savoir comment toi tu le saisis. Alors, je vais encore faire une réponse non frontale, je pense. Alors là, c'est Chatonsky Grégory Chatonsky qui évoque ce que je vais aborder. Pour lui, l'accumulation de données dans lequel nous sommes, cette espèce de mouvement comme ça,
de suraccumulation, à la fois par les êtres humains, mais surtout par les machines, et qui d'ailleurs noie les prises de vue faites par la surproduction des machines, noie ce que les êtres humains font en tant que tels, ce qui brouille certaines lisibilités, etc. Pour lui, c'est vraiment lié à l'extinction des espèces humaines qui, en fait, construit ses propres pyramides. Pour, Ouais. et donc, je trouve que ce point de vue-là fait que moi, je le vois comme une accumulation dénouée de sens, à part un horizon d'extinction qui fait qu'il y a cette course. Donc, Alors, avant qu'on soit à un horizon d'extinction, il y a quand même pour nous un horizon du vivant. La question, c'est quand même vraiment, pour le coup, au-delà de ce que Chatonsky peut imaginer, mais moi, la question centrale que je me pose, c'est quand même la question de la gestion matérielle de notre vivant. Et en prenant en compte effectivement que si le vivant est saturé d'images, saturé de références et qu'il est hanté par cette image, hanté par exemple dans le sens où le théoricien Jean-Baptiste Carobolante parle de cette hantise, c'est-à-dire que nous accumulons tellement de traces, de choses qui sont passées par les images et d'éléments abandonnés depuis les images, depuis la fiction, depuis les narrations, etc. Il nous reste, avant de penser la possibilité à laquelle je n'ai pas très envie de penser, mais de notre extinction, il y a la question de la possibilité de notre vivant et de la plasticité de notre vivant. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est d'arriver à comprendre si depuis les images et depuis l'expérience de l'art, il y a une plasticité du vivant. C'est-à-dire comment je remodélise mon vivant. C'est-à-dire à la fois comment je le pense, mon vivant, et comment j'arrive à penser mon vivant depuis ce qui reste du monde et depuis l'état, en fait, dans quel état il est le monde depuis lequel je peux avoir une plasticité. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait de penser de manière assez simple oui, et puis d'arriver à comprendre plus positive que ce que j'énonçais, ça c'est évident. Et, oui, ça pour le coup, ça c'est sûr. Oui, mais parce qu'on même si je comprends ce que tu dis, n'est pas sur les mêmes échelles. Moi, j'essaie de capter l'intégralité d'un mouvement et de tenter d'énoncer un certain nombre d'hypothèses. Oui, mais pour autant, ton travail, il renvoie quand même à une expérience quand même relativement plastique, quand même, de ce que je suis, en tout cas, au moins comme spectateur, et au moins comme récepteur d'un objet à l'intérieur d'un vivant matériel. Complètement. Et voire même, c'est l'ADN premier de ma pratique. De ta pratique et de ton vivant, oui, bien sûr. Donc voilà, donc peut-être. Ouais, c'est tout le paradoxe dans lequel on est, en fait. Enfin, oui. Il y a un paradoxe qui est hyper visible, en fait. Et donc, c'est comment travailler ou poursuivre depuis ce paradoxe-là, en fait. Ce paradoxe, lequel est-il? Le paradoxe, c'est à la fois avoir conscience de cette extinction Ah oui, conscience d'une catastrophe, au moins, pour pas utiliser le mot extinction, voilà, au moins d'une catastrophe de ce qu'est le vivant, ouais. Tout en vivant à une échelle qui fait que on tente des choses, on poursuit ouais, je comprends. des pratiques. Alors, dans ce cas-là, si tu me le permets, je vais essayer de reformuler ce paradoxe d'une manière moins immense et de le redire simplement sous une forme peut-être plus immédiate, qui serait effectivement que le paradoxe serait que si on est privé, si aujourd'hui on est dans une sorte de privation d'un avenir politique de ce que nous sommes, qui pourrait conduire à ce que tu viens de dire, hein, soit ou au moins une dégradation, une catastrophe, etc., etc. Mais il y a une privation d'un avenir politique de ce que nous sommes, et que paradoxalement, dans cette privation d'un avenir politique, il y aurait une réclamation en fait d'un devenir plastique ou d'une existence plastique, c'est-à-dire qu'on arrive en fait à produire plastiquement quelque chose qui générerait notre forme dans une forme maximale qui serait celle des artistes, et en tout cas dans des formes moindres
qui serait de cette plus ou moins coopérativité ou coactorialité qu'en tant que spectateur, nous aurions avec l'espace de l'art ou l'espace en fait de cette production. Et qu'il y a cet appel général et qu'on a quand même l'impression que le monde de l'art voudrait systématiquement nous vendre cette question-là, alors qu'il y a une privation générale du politique et une disparition de ça. Et qu'à l'intérieur de ça, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a encore un rôle de l'image et si l'image, malgré sa conditionnalité si difficile, elle a encore une charge en fait à produire cette non pas de résoudre ce paradoxe, mais en tout Non, cas parce de que nous ça, ce serait tendre à le faire utopique. exister. Ben oui, ça je sais bien que ce serait utopique. Mais Alors, est-ce que ça tendrait à nous faire exister quand même par-delà la brutalité de la condition des images à alors moi, quelque je chose en crois, fait qui serait une ouverture plastique oui, de alors moi, notre je crois existence? fondamentalement à ça. C'est-à-dire que ma réponse est très simple, c'est oui. Ensuite, tout l'objet là des recherches que je mène en ce moment, mais y compris de notre discussion, parce elle en fait partie, On en fait partie. c'est Ouais. de trouver les modes opératoires pour être à même de, en tout cas pour ce qui me concerne, relancer une pratique photographique qui puisse Ouais. s'inscrire dans ce que tu viens de d'énoncer, de manière Ouais. manifeste en fait, Alors, et non pas ouais, silencieuse. ouais. Voilà. Ouais. Alors, c'est effectivement ce qu'on essaie de faire à la fois dans ce projet, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire, en tout cas, ça fait deux moments, à la fois l'an dernier avec ce truc où on a essayé de penser à passer ce que voulait dire cette prise jusqu'à une forme de donnée et de ce que ça générait, et aujourd'hui d'être beaucoup plus sur cette question d'une conditionnalité. Donc, je voudrais juste qu'on finisse en tout cas là-dessus, parce que je pense qu'on va atteindre le temps de notre entretien, mais qu'on finisse un tout petit peu de discuter sur cette question des conditionnalités. Alors, parmi l'interprétation de ces conditionnalités, tu viens de dire un truc, moi, qui évidemment m'intéresse, et c'est ce qui fait qu'on partage ce travail, qui est quels sont les modes opératoires autour de ça. Alors, parmi les modes opératoires, moi, c'est ce que je propose effectivement dans le cadre de ce colloque, c'est de considérer cette image cinéilétique, cette image qui contient en fait qui contiendrait les indices d'une autre image, d'une autre eidécine, dans la pensée grecque, d'une autre image et qui est l'état du monde, en gros, cette autre image. Et la question est de savoir si est-ce que dans toute image, il y a quelque chose qui nous permettrait d'aller vers cette autre image qui est celle de l'état restant du monde. D'accord. Et que de manière générale, mon hypothèse centrale, en fait, celle que j'ai présentée dans tout le cadre du séminaire, c'est de considérer qu'on a été maximalement conduit depuis quasiment toujours dans un monde que je considère comme étant un monde acinéilétique, c'est-à-dire un monde qui ne réclame pas la conscience de cette autre image. D'accord. Cette image qui viendrait nous dire qu'en même temps que je regarde une image, que derrière toute image, il y a une autre image qui est celle de l'état restant du monde. Okay. Parce que toute image est l'idée qu'il y a eu une prise, qu'il y a eu un prélèvement, et que dans ce cas-là, il y a eu des calculs, des modes, des processus qui ont été à la fois mutiques, scandaleux, acosmiques, critiques, de prédation, de manipulation, tel qu'on a pu le dire en introduction. Alors voilà, moi, mon premier mode opératoire, en tout cas qui est en jeu en ce moment, c'est de réfléchir à ça, c'est de réfléchir à la possibilité, est-ce possible, parce que pour le moment, j'émets l'hypothèse que ça l'est. Oui, moi aussi. Hein, En tout cas, c'est posé dans les totalement. textes que c'est pas une demande générale. Mais est-ce que ça l'est? Est-ce qu'il y a une existence de cette image? Est-ce qu'il y a un indice de ces images contenu dans nos images et qui indiquerait effectivement la possibilité d'une interprétation de l'état restant du monde et du soin que nous pouvons y apporter? Après, toi, je sais pas comment tu interprètes tout ça et comment tu l'expérimentes, mais savoir si toi, comment ça t'intéressait pour comprendre cette conditionnalité des images. En fait, moi, pour l'instant, je travaille de manière très localisée, de manière micro-localisée, pour pouvoir tenter de capter cette autre image. Ensuite, pour l'instant, ça reste balbutiant. Donc, ça va être toute la suite des recherches
jusqu'à Ouais. 2021, je pense. Voilà. Ouais, et qu'on va être en mesure de mener. Ouais, je suis d'accord. Mhm. Bien quoi qu'il en soit, je crois qu'on est attends, on a même dépassé le temps. Le temps. Mhm. Euh, donc tout ça, c'était donc une discussion. Il y en aura d'autres, hein, évidemment. Évidemment, je te remercie infiniment d'avoir réalisé avec moi cette discussion. Pour le moment, le jalon qu'on essaye de poser en tentative de conclusion de ce qui vient d'être opéré, ce jalon, il est on aurait donc deux types de processus indiciels. L'indice qu'on a l'habitude de connaître dans le contenu même des images, et puis un indice qui serait extérieur à l'image, mais qui serait l'hypothèse que je pose, en tout cas, qui serait vers une ouverture à quelque chose d'un état restant du monde, et de savoir si effectivement cet indice est contenu dans l'image. La deuxième chose qu'on peut relever par rapport à ce que tu as dit, c'est effectivement l'idée que tout ça est ouvert dans la conditionnalité même de l'image à un paradoxe très fort, très très dense. Il y a toujours quelque chose au moins, si je reviens sur la question de l'image, qui est dur dans l'image, enfin, qui est violent dans l'image, et par ailleurs une réclamation d'une plasticité de notre épreuve, parce qu'il y a un affect profond dans les images et qu'on est tendu vers ça. Et que par ailleurs, troisième chose, il faudrait nous trouver un processus opératoire ou des processus opératoires pour arriver à restituer, en tout cas momentanément ou partiellement, dans une dimension historiale, pour nous, une épreuve politique, ou en tout cas une épreuve de cet affect face aux images et dans l'image. Voilà ce que je peux a priori résumer de nos discussions Mhm. et de comprendre si tout ça, voilà, vers où tout ça. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas, ou je ne sais pas Alors, si, je si tu suis as un mot à d'accord, rajouter. sauf pour euh, ce, ce rapport à l'indice pour les deux types de nature qu'on a évoqués ensemble. Ça reste c'est quelque chose qu'on pourra discuter plus tard. Euh, Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es de ce côté-là, à penser que ces deux formes d'indices, certes différents, mais qu'on peut employer en tout cas le terme d'indice. Et pour ma part, je, je vois possiblement quelque chose de différent, même si je suis d'accord avec toi sur le fait que il y a quand même quelque chose de l'ordre de alors je ne peux pas dire prise parce que sinon j'annule ce que je viens de dénoncer comme écart en tout cas, mais il y a quelque chose qui peut s'apparenter à une prise, mais qui est peut-être différent. Et c'est ce que je vais Ouais, aussi tenter d'affiner ouais, dans ouais. mes recherches. Voilà. Ouais. Et du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'encore qu'on travaille à la fois sur la réappréhension du concept d'indice et surtout de la possibilité de savoir s'il y a une déprise par rapport à ce qui est posé. Alors, Mhm. ce qui est entre autres proposé par une des interventions du colloque, hein, l'intervention de Fanny et Thomas, pense aussi la possibilité d'une déprise. Donc Mhm. voilà, tout ça peut être discuté et donc du coup voilà, ce qui ouvrira à de prochaines discussions, c'est à la fois sur la possibilité de ce qu'on appelle une déprise. Est-ce Mhm. possible, est-ce envisageable, et est-ce simplement un problème d'indice ou est-ce qu'il faut le nommer autrement? Moi, Mhm. pour le moment, c'est vrai que je le pense comme un indice, hein, au sens propre, Mhm. totalement différent du premier dont tu as donné, mais voilà, il y a quelque chose. Voilà. Mhm. Il me reste à te remercier mille fois, chère Aurélie, Ben, merci. et Merci puis également considérer à toi. que cet entretien est achevé, et puis on y reviendra et on produira d'autres publications à partir de ça. Oui, tout à fait. Puis on Une parlera bonne aussi journée à vous de la tous et à vous toutes. Fabien, il faudra aussi qu'on parle des formes d'adresse, de la réception, etc., etc. Donc, Absolument. on Ouais, a ouais, tout à de fait. quoi discuter, disons. Merci à On toutes a et à un peu tous. discuté. Mm. Voilà. Bonne fin de journée et merci pour ce colloque.